Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Ça y est, on y est. Fini la chambre des secrets. Il est maintenant l'heure de se plonger dans le 3e tome de la saga, Le prisonnier d'Azkaban. Certains d'entre vous n'étaient sans doute pas encore nés, mais les vieux comme nous se rappellent sans doute de leur première lecture de ce 3e livre, sorti en 1999. En tout cas, ici, à la fréquence, c'est l'objectif. Se replonger dans notre lecture comme si c'était la première fois. Et c'était déjà il y a plus de 20 ans. Ouais, tout ça ne nous rajeunit pas, on peut dire, mais en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se lance dans la relecture du prisonnier d'Azkaban pour poursuivre les aventures de Harry, Ron, Hermione et tous les autres. On retrouve donc Harry de retour chez les Dursley pour un nouvel été d'enfer. Même si, au début, tout du moins, les vacances commencent déjà mieux car cette fois, il n'y a pas d'elfe de maison pour lui subtiliser son courrier. Les Dursley qui, évidemment, ignorent tout des péripéties qu'Harry a traversées durant ses 2 premières années à Poudlard, où il a quand même dû combattre le meurtrier de ses parents à chaque fin d'année, précisons-le, en espérant que cette 3e année à l'école de magie soit un peu plus calme, mais on peut franchement en douter. Ça c'est sûr, mais pour le moment, on commence en douceur avec ce premier chapitre introductif dans lequel Harry reçoit ses lettres d'anniversaire. Et à la fin du chapitre, c'est en fait nous qui allons ouvrir notre courrier en retrouvant vos hiboux dans la traditionnelle volière. Prête, Marina, pour se lancer dans le 3e tome de la saga ? Hippogriffe, maraudeur et préolard, attention, nous voilà. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 1. Hibou Express. On retrouve donc Harry dans sa chambre qui est obligé de faire ses devoirs en pleine nuit. Il étudie l'ouvrage de Bathilda Tour-de-Sac, Histoire de la magie, pour sa dissertation ayant pour sujet la crémation des sorcières au XVIIIe siècle était totalement inefficace, commentée et discutée. Alors, école de magie ou pas, bon, on est d'accord que les devoirs pendant l'été, c'est vraiment nul, quoi. C'est la mort, non ? Ah non, moi j'étais très assidue, je faisais mes devoirs toutes les nuits, sous la couette, assidûment. Non, j'étais plutôt du genre à commencer des cahiers de vacances et à ne jamais les finir. Ah, t'avais des cahiers de vacances, toi ? Ouais. Tu crois qu'il existe des cahiers de vacances sorciers ? En tout cas, en tant qu'élève, j'ai toujours très mal vécu les devoirs pendant les grandes vacances d'été. J'ai jamais compris l'intérêt. Bon, d'accord, de pas perdre le fil, hein, etc. Mais les vacances, c'est des vacances, quoi. Ouais, surtout les 2 mois, c'est fait pour se reposer l'esprit et commencer une nouvelle année ensuite sur de bonnes bases. Alors que quand tu commences ces vacances et que tu sais que t'as une pile de devoirs qui t'attend avant la rentrée... En fait, la bonne astuce, c'est quand même de le faire tout au début, comme ça, après, tu es débarrassé. Mais il faut avoir la foi. Ouais, il faut avoir la foi, parce que je sais pas si tu te rappelles ton état d'esprit quand les grandes vacances arrivaient, mais on n'était pas vraiment prêts à étudier, quoi. Mais tu te rends compte qu'avant, on avait 2 mois de grandes vacances. 2 mois pour nous. Certains de nos auditeurs ont toujours 2 mois, je pense. Hein. Profitez-en. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à avoir 1 semaine pour nous. En tout cas, 2 mois, c'est compliqué. C'est que pendant les études, ça. Ouais, profitez bien. Ouais, parce que quand t'es étudiant, c'est encore pire. Hein. Comment ? Quand t'es étudiant, parce que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent, bah, il y a encore les vacances, donc il faut en profiter, ouais. Tant qu'il est encore temps. C'est sûr. Harry apprend notamment dans Histoire de la magie qu'au Moyen-Âge, les sorcières se faisaient souvent condamner au bûcher, mais qu'il leur suffisait simplement de jeter un sortilège de gel-flamme pour ne rien ressentir en faisant semblant de brûler, en fait. C'est le cas notamment d'une certaine Gwendoline la Fantasque qui s'est amusée à se faire capturer 47 fois. Ça met à mal toute l'histoire des sorcières de Salem. C'est ça. À moins que ça soit des moldus, parce qu'ils ont peut-être cramé des moldus. Et donc quand ça marchait vraiment, c'était des moldus, mais sinon c'était des sorciers. Quelle belle époque. Alors, au passage, je me suis posé une question, parce que l'exemple le plus célèbre dans l'histoire de France, en tout cas, c'est évidemment Jeanne d'Arc, qui s'est fait brûler sur le bûcher.
Mais le personnage historique qui est Jeanne d'Arc, c'est pas un personnage dans l'univers d'Harry Potter. Et en fait, j'ai regardé parce que je pense que ça aurait pu, parce que par exemple, quand on pense à Nicolas Flamel, qui est un vrai personnage historique de l'histoire française, qui existait et finalement qui a été transformé en sorcier dans l'univers Harry Potter, ça aurait pu être le cas pour Jeanne d'Arc. Mais par contre, il y a une petite nuance à ça, parce que dans le journal magique français Le Cri de la Gargouille, qui apparaît en fait dans les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, on apprend qu'une comédie musicale qui s'intitule Jeanne d'Arc magique va bientôt commencer, va bientôt lancer sa tournée. Donc peut-être grâce à ce petit élément de décor des Animaux Fantastiques, peut-être que Jeanne d'Arc était bien une sorcière en fin de compte. Le mystère est relancé. Et dans le spectacle, est-ce qu'il y a Tinky, la danseuse elfe? Non, c'était quoi son nom? C'est pas Tinky, Tiny. Tiny Trottass. Peut-être qu'elle fait une apparition. En tout cas, Harry, il tente d'écrire son devoir avec sa plume, parce que oui, il a une plume et un parchemin, et donc il essaie de le faire le plus délicatement possible. Et on comprend parce que ça doit pas être simple d'écrire avec une plume, de l'encre sur son lit, quoi. Et la raison pour laquelle Harry est obligé de faire ses devoirs en pleine nuit, c'est parce que son oncle Vernon et la tante Pétunia détestent absolument tout de la magie. En le recueillant après la mort de ses parents, ils avaient même pensé qu'en le tyrannisant, ils arriveraient peut-être à éteindre toute magie qui est en lui. Mais leurs efforts avaient été vains, évidemment, car bien entendu, cela faisait déjà 2 ans que Harry était scolarisé à Poudlard. Alors chaque été, pour éviter que la terrible chose soit révélée dans le voisinage de Private Drive, Harry voyait toutes ses affaires d'école enfermées dès qu'il arrivait pour les vacances d'été. Alors évidemment, ça complique la tâche pour Harry, qui est pourtant bien obligé de faire ses devoirs. Et d'ailleurs, l'un des plus difficiles est celui du professeur Rogue, avec comme sujet la potion de ratatinage. Alors ça m'a pas trop surpris perso que le devoir le plus difficile pendant les vacances d'été, ça soit celui de Rogue. C'est typiquement le genre de prof à faire ça, je trouve. C'est compatible avec sa personnalité de prof. Mais bon, Harry a été malin, parce que un jour que Pétunia et Dudley admiraient la nouvelle voiture que leur présentait Vernon, il s'était précipité dans le placard sous l'escalier pour récupérer quelques-unes de ses affaires. J'aime trop le moment où elle précise qu'il s'extasie de la nouvelle voiture de Ron, de Vernon, et puis en s'extasiant bien fort pour les voisins. Ah oui, pour surtout que tout le monde soit au Ce type de personnes courant. insupportables. Ouais, c'est un peu le genre. Ils ont une nouvelle voiture, c'est pas juste une satisfaction pour eux, il faut que tout le monde le sache. C'est ça, c'est pour le paraître plutôt. Exactement. Et donc il restait tout simplement à Harry, une fois qu'il a récupéré ses affaires, de faire bien attention et de ne pas tacher d'encre les draps de son lit. Et voilà, le tour était joué. Surtout qu'il fallait pas mettre les Dursley en colère, parce qu'ils étaient déjà bien remontés contre lui. Et pourquoi ? Après un coup de téléphone de son ami Ronald Weasley. Et ouais, parce que si on se souvient bien, Harry, il a donné le numéro de Private Drive à ses 2 meilleurs amis. Sauf que, contrairement à Hermione, Ron, il sait pas du tout utiliser un téléphone moldu. Et malheureusement, quand Ron a essayé d'appeler Harry, c'est Vernon qui a décroché avant que Ron hurle dans l'appareil qu'il voulait parler à Harry. Alors Vernon a évidemment raccroché avant d'hurler à son tour sur Harry, l'accusant d'avoir donné le numéro de leur maison à, je cite, des gens comme lui. C'est normal, pour chercher le mode d'emploi d'un téléphone, il a regardé les visiteurs. Et il est tombé sur l'extrait où Jacko utilise le téléphone. Il allait sortir la corne de brume. Alors Vernon, il s'est chopé une otite. Ouais, en même temps, ouais, Ron, il a fait un peu son chacouille, là, pour le coup. C'est ça. Et oui, on étale notre culture et on n'en a pas peur. Et oui, on sort parfois des sentiers battus de l'univers d'Harry Potter pour vous proposer des références de top qualité. Alors c'est là, je trouve, une nouvelle preuve du côté un peu arriéré du monde de la magie, parce que, en fait, en ignorant la technologie moldue, les sorciers, ils passent quand même à côté de plein de choses, et notamment le téléphone. Parce que ça serait quand même très utile pour les sorciers d'avoir le téléphone, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent magique au téléphone. Non, je crois pas.
Ils ont leur Patronus, ils peuvent s'envoyer des messages par Patronus, mais c'est pas la même chose. Pour s'appeler en direct, bon, tu peux utiliser le feu de cheminette, tu peux... Ouais, comment ils prennent des nouvelles de leurs proches? Bah, il y a ça, il y a le feu de cheminette qui marche un peu comme le téléphone, quoi. T'apparais dans la cheminée de la personne avec qui tu veux parler. Ouais, mais c'est très visuel. Parfois, t'as pas envie de montrer ta tête ou d'être là, mais simplement communiquer par téléphone à distance. Bah, à notre connaissance, non, et en termes magiques, il n'y a pas quelque chose qui est fait spécifiquement pour ça. Alors que les Moldus, ils ont créé des moyens technologiques de le faire. Et la preuve, c'est que Harry, il n'a pas de nouvelles de ses amis. Et c'est pour ça, quand il leur donne le numéro de téléphone, finalement, c'est plutôt malin, parce que ça sera carrément mieux que de s'envoyer des hiboux, en fait. On peut se parler en direct dans le monde des Moldus, vous n'êtes pas au courant ? Et donc finalement, les vacances se sont avérées être aussi terribles que les précédentes pour Harry. Maigre lot de consolation, il a obtenu le droit de laisser Edwige se promener la nuit pour éviter le vacarme qu'elle faisait en fait chaque soir dans sa cage. Ouais, la pauvre, elle est enfermée tout le temps dans sa cage. Dans sa mini-cage en plus. Ouais. En promettant de pas envoyer de courrier, il a eu l'autorisation. Mais bon, parce que je pense que les Dursley n'arrivaient pas à dormir, tout simplement. Sentant la fatigue venir, Harry arrête son devoir pour ce soir et il range ses affaires sous une lame de parquet branlante de sa chambre. Son regard tombe sur le réveil et il découvre qu'il est 1h du matin déjà. Et en fait, depuis 1h, il avait donc 13 ans. Alors évidemment, à cause de son enfance passée avec les Dursley, en fait, Harry s'est toujours plutôt moqué de son anniversaire parce que personne ne lui souhaitait. Il est perdu dans ses pensées devant la fenêtre ouverte et il se demande d'ailleurs où se trouve Edwige puisque ça fait 2 jours qu'elle est partie. Et donc à ce moment-là, l'auteur, ou plutôt le narrateur, en profite pour faire un petit résumé de l'histoire de Harry que je vais un petit peu passer. C'est un peu comme dans le tome précédent en fait, en rappelant l'origine de sa cicatrice avec Voldemort, face auquel il s'est donc retrouvé par 2 fois depuis son arrivée à Poudlard. Et en pensant à tout ça, Harry réalise quelque part qu'il a de la chance de pouvoir fêter ses 13 ans ce soir. C'est pas tous les adolescents qui se disent ce genre de choses, j'imagine. C'est sûr. Le regard dans le vide toujours, il aperçoit bientôt quelque chose de bizarre par sa fenêtre, une espèce de créature sur le côté qui vole vers lui dangereusement. Cette étrange créature nocturne n'est nul autre que 2 hiboux portant un autre hibou qui semble à bout de force. Les 3 volatiles atterrissent sur le lit d'Harry, et Harry reconnaît aussitôt la grosse boule de plumes épuisée. C'est Errol, le hibou des Weasley. Harry récupère le paquet accroché à sa patte et dépose Errol dans la cage d'Edwige pour qu'il puisse se restaurer. Le 2e hibou est Edwige, qui est fière d'elle d'apporter également un paquet à Harry. Et le 3e hibou vient de Poudlard. Il porte également un paquet avec les sceaux du collège. Assis sur son lit, Harry décide d'ouvrir le paquet envoyé par Ron. Dans l'enveloppe, il y a une lettre et une coupure d'un article de la Gazette du Sorcier. Selon l'article, Arthur Weasley est le grand gagnant de la loterie organisée chaque année par le journal. Interrogé, M. Weasley raconte que cet argent va leur servir à voyager en Égypte pour voir leur fils Bill, qui est conjureur de sorts pour la banque Gringotts. L'article est accompagné d'une photo des 9 membres de la famille devant une pyramide. L'article est accompagné d'une lettre de Ron qui, tout d'abord, s'excuse pour le coup de téléphone à la jacouille. Selon son père, il n'aurait pas dû crier comme ça. C'est vrai ? Sinon, l'Égypte est top. Les tombeaux sont remplis de sorts de protection jetés par les Égyptiens pour les protéger. Il y a notamment des squelettes mutants qui sont des restes de moldus qui ont voulu pénétrer dans le tombeau et qui se sont retrouvés avec 2 têtes. Ron indique que la famille a quasiment dépensé tout l'argent au cours de leur voyage, mais qu'il va leur en rester assez pour l'achat d'une nouvelle baguette. Justement, 1 semaine avant la rentrée, il espère retrouver Harry à Londres pour faire ensemble leur achat scolaire. Ron ajoute à la fin dans sa lettre que son grand frère Percy a été nommé préfet en chef. À la fin de cette lettre, Ron il dit à Harry « Ne te laisse pas faire par les moldus ». Et en fait, c'est une phrase qui est devenue assez iconique chez les fans. Alors souvent, en anglais, c'est « Don't let the muggles get you down ». Et on a plusieurs produits dérivés, des tasses, des t-shirts avec cette phrase. Et c'est une phrase qui a un peu dépassé Harry Potter. Ça veut dire ne
Ne laisse personne briser tes rêves, un peu Don't let the muggles get you down. Non, je savais pas, tu vois. Ah, tu savais pas? Non. T'as jamais vu des produits dérivés avec cette phrase? J'ai pas fait attention, non. Ok, Don't let the muggles get you down. Et en fait, cette phrase vient de la lettre de Ron dans Le prisonnier d'Azkaban, dans ce premier chapitre. Don't let Muggle get you down. Exactement. Après la lecture de la lettre de son meilleur ami, Harry déballe son cadeau. C'est une sorte de toupie en verre. Ron a laissé une petite note explicative. La toupie est un strutoscope de poche. Il s'allume et tourne lorsque quelqu'un qui n'est pas digne de confiance se trouve dans les parages. Selon Bill, cet objet magique n'est qu'un attrape-touriste. Apparemment, le strutoscope est resté allumé pendant tout le dîner, mais Ron suppose que c'est parce que Fred et George ont mis des scarabées dans la soupe de Bill. Après, nous, on a peut-être une autre explication. On en parlera sûrement à la fin du tome. En tout cas, pour le moment, le strutoscope reste inactif sur la table de chevet d'Harry. Bon signe. Ensuite, vient au tour du déballage du paquet apporté par Hedwige qui est envoyé par Hermione. Dans sa lettre, Hermione lui raconte qu'elle est en vacances en France avec ses parents. Et elle se demandait bien comment elle pouvait faire parvenir son cadeau d'anniversaire quand Hedwige est arrivée. Dans sa lettre, Hermione confie à Harry qu'elle envie tellement les Weasley d'avoir pu visiter l'Égypte ancienne avec ses personnages fascinants. Mais en France aussi, il y a des histoires fascinantes de sorcellerie régionale. Et d'ailleurs, elle a pu compléter son devoir d'histoire de la magie grâce à ça. Et elle a fait 2 parchemins supplémentaires. Qui ne fait pas d'extra work sur ses devoirs de vacances? En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces histoires fascinantes de sorcellerie régionale en France. Oui, c'est ce que je me suis demandé aussi. Mais je suis sûre qu'il y a des livres sur la sorcellerie région par région. J'en suis sûre que ça existe. En tout cas, Hermione espère qu'il pourra les retrouver à Londres. Et d'ailleurs aussi, ça me fait rire parce qu'en fait, on peut mettre en parallèle les deux lettres de Ron et Hermione. Hermione en France, Ron en Égypte. Et puis il y a même le parallèle à la fin avec le PS où elle apprend qu'également Percy est préfet en chef, qu'elle voit pas pourquoi Ron a l'air d'être un peu embêté par ça. Elle trouve que c'est super. Enfin, j'ai trouvé que c'est un parallèle, les 2 lettres. Ouais, puis ça montre... ils sont tous les 2 dans des pays étrangers et Harry, il est en train de pourrir Private Drive. On peut comprendre, alors que c'est son anniversaire. Mais bon, ils y peuvent rien non plus pour lui. Après, il pense à lui. Et vu la taille du paquet, Harry s'attendait à un cadeau à la Hermione, du style livre. Mais non, Hermione lui a acheté un nécessaire à balai. Le Quidditch lui manque tellement. Enfin, Harry ouvre le 3e paquet envoyé par Hagrid. Facile à deviner quand on voit l'écriture brouillonne du garde-chasse de Poudlard. Avant que Harry déballe complètement le paquet, l'objet vert commence à frémir et à claquer des mâchoires. Harry sait que Hagrid ne le mettrait pas sciemment en danger, mais la notion de danger est subjective, notamment quand la personne adore les araignées géantes, achète un chien à 3 têtes à un étranger et élève chez lui un dragon dans sa cabane en bois. Alors on peut se méfier. Je sais pas ce que c'est Hagrid qui veut te mettre en danger. Je sais pas ce que ça représente. Il vaut mieux pas le savoir. Alors que Harry s'arme d'une lampe de chevet prêt à se défendre, un livre tombe alors du paquet. C'est le monstrueux livre des monstres. Le livre saute du lit et trouve refuge sous le bureau d'Harry. Harry qui a pratiquement perdu sa main en essayant de l'attraper. Mais il réussit à l'immobiliser en se plaquant sur le livre avec son corps et de le coincer en bouclant une ceinture autour de la reliure. Tout ça sous les regards curieux des 2 hiboux. Mais heureusement, toute cette mésaventure n'a pas réveillé l'oncle Vernon. Maintenant que le livre est appréhendé, Harry peut lire la lettre énigmatique écrite par Hagrid. J'ai pensé que ce livre pourrait être utile cette année. Je ne t'en dis pas plus maintenant, je t'en parlerai quand on se verra. Intriguant et inquiétant. Inquiétant, ouais. Mais toutes ces lettres remplissent de joie Harry. D'ailleurs, il lui reste à lire une dernière lettre qui venait directement de Poudlard. Il y a un premier parchemin écrit de la main de McGonagall, lui rappelant que l'année scolaire commence le 1er septembre et que le Poudlard Express partira de la voie 9-3/4 à 11h précise. Mais il y a une nouveauté. Certains week-ends, les élèves de 3e année peuvent aller visiter le village de Préolard, sous condition d'avoir une autorisation écrite de la part d'une personne responsable.
Mais maintenant, reste à savoir si les Dursley vont accepter de signer l'autorisation pour Harry. Lui qui n'a jamais visité ce village peuplé exclusivement de sorciers. Mais pour le moment, Harry est heureux. Pour la première fois, il est ravi que ce soit le jour de son anniversaire. Merci Marina pour ce chapitre. Merci Jérémy. Très court, hein, ce chapitre. Je crois que c'est un record. Je pense que l'épisode va être assez court par rapport aux autres parce que c'est vrai que c'est un tout petit chapitre introductif qui fait à peine 15 pages. Mais on déroge pas à la règle, c'est un épisode par chapitre, donc puis ça fait du bien aussi parce que je crois que depuis qu'on a repris cette année, les épisodes sont assez longs, assez copieux. Copieux quoique digeste. Voilà, copieux quoique digeste. En tout cas là c'est très digeste, ça c'est sûr. Et il est déjà temps de renommer ce chapitre et de sélectionner son personnage préféré. Et j'ai oublié d'ailleurs de vérifier la liste mais de l'auditeur qui a envoyé tous ces renommages. Et je l'ai pas vérifié non plus. Ah, ok. Et si on tombe sur le même chapitre, c'est vraiment un hasard. Ok, j'ai décidé de te croire, c'est peut-être une erreur. La confiance. Bon, comment tu renommerais ce premier chapitre, Marina ? Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 1, un très heureux anniversaire. C'est un titre de chapitre qui existe déjà ? Ouais, non, ça n'existe pas. Enfin, c'est le parallèle. C'était le chapitre 1 de la chambre de secret, un très mauvais anniversaire. Ah. Tu me promets que ce n'est pas... promets que ce n'est pas le nom de chapitre envoyé par notre auditeur. Non, j'ai pas regardé. Non, je te crois. Bah, j'espère que tu me crois. Je te crois, je vais vérifier. Je te crois. Et toi, quel est ton renommage de chapitre ? Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 1. Et il est temps de retrouver vos hiboux dans la volière. Ça va, j'allais dire moi aussi, il faut que je vérifie pour toi, mais en fait, non, c'est bon. Non, ça, c'est sûr que c'est moi, ça. Et si tu devais retenir un seul personnage ? Edwige qui a volé jusqu'à Paris pour être sûr que Harry ait au moins un cadeau. Je trouve ça tellement chou et attentionné. Je suis pas sûre que Weasley pourrait faire ça pour moi. Et toi, quel est ton personnage ? Bah moi, c'est un autre hibou, mais j'ai choisi Errol. Parce qu'il a combattu fièrement. Il est arrivé à destination avec l'aide de ses comparses. J'ai envie de dire chapeau gamin. Mais en même temps, il a fait Edwige jusqu'à Little Wanning quand même. C'est énorme. Il vient d'Égypte. Oui. Ah oui, en plus, je m'étais pas dit ça. Oui, il vient d'Égypte. Alors, normal que ce pauvre hibou, même si c'est une créature magique, soit à bout de force quand même. C'était un peu optimiste d'envoyer Errol d'Égypte. Le pauvre, même n'importe quel hibou. Edwige, elle a volé quand même jusqu'à Paris. C'est énorme comme distance. Ouais. Mais Edwige, elle est un peu illimitée, quoi. Je pense qu'elle peut aller partout, quoi. Et comme je l'ai dit donc un peu plus tôt, j'ai envie de dire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 1. Il est temps de retrouver vos hiboux dans la volière. Oh, t'es fier de ton chapitre. Alors, notre volière a reçu pas mal de hiboux depuis notre dernier épisode. On pense que c'est un record d'ailleurs. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir que l'émission vous plaît et surtout que ça vous intéresse. Et malheureusement, la volière est limitée. On a donc fait le choix de ne diffuser que des hiboux sonores pour cette émission parce qu'on adore entendre vos petites voix. Et donc, on commence avec un premier hibou sonore, celui d'Amandine. Salut Jérémy et Marina. J'ai découvert votre podcast cet été et je viens de finir de rattraper les épisodes, donc j'en profite pour vous envoyer un hibou sonore. J'ai hâte d'entamer avec vous Le prisonnier d'Azkaban. J'aime tous les livres, mais j'ai une affection toute particulière pour celui-ci, car c'est là que sont introduits Lupin et Sirius, qui font partie de mes personnages préférés. J'ai d'ailleurs une petite réflexion par rapport aux maraudeurs. Vous avez déjà mentionné dans un épisode précédent que le processus est très long pour devenir un animagus et qu'il y a plein d'étapes contraignantes. Donc j'aimerais souligner une nouvelle fois le génie des maraudeurs qui ont non seulement créé une carte de Poudlard incroyable, mais en plus réussi à devenir des animagus tout en suivant les cours. Je trouve ça très fort et ça me fait me demander comment ils ont réussi tout ça aussi jeunes. Est-ce que vous savez s'il y a des écrits sur leur expérience à ce propos ?
Et pour finir, j'aimerais revenir rapidement sur la question de est-ce que J.K. Rowling avait tout anticipé ? Elle a dit qu'avant de se mettre dans l'écriture tome par tome, elle avait en tête toute la trame de l'histoire et donc toutes les intrigues principales de chaque livre. Les Horcruxes étant l'élément essentiel du 6e et du 7e tome, c'est pour moi logique que dès l'écriture du 2e, elle avait prévu que le journal intime en était un. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et surtout merci pour votre podcast qui est un moyen original de faire une relecture de Harry Potter. Oh, et aussi je me demandais, à votre avis, comment Voldemort a choisi son nom ? Est-ce que vous pensez qu'il s'est posé à une table avec un parchemin et une plume et a fait toutes les possibilités d'anagramme ? Ou est-ce qu'il s'est aidé un peu de la magie ? Je préfère l'idée du parchemin et de la plume, je trouve ça plus marrant comme image. Merci Amandine pour ton hibou. On va tenter de répondre à tes questions si on peut. Alors, première question, tu te demandes comment les maraudeurs ont fait pour devenir des animagis, parce qu'on dit ça, je crois, au pluriel, des animagis. Alors, c'est vrai que je crois pas qu'il y ait d'écrit, parce que tu te posais cette question. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Mais par contre, on est en droit de se poser la question, parce que ce qu'on sait, c'est justement tout le processus que tu dois connaître, Amandine, pour devenir un animagus, justement, parce que J.K. Rowling, elle a écrit un texte là-dessus, et donc il y a 10 étapes en tout qui sont extrêmement complexes, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est tellement complexe que, par exemple, s'il y a des nuages à un moment donné, ça annule tout ce que tu as fait avant, enfin c'est extrêmement compliqué. Et par exemple, pour donner un exemple, la première étape, donc si on veut commencer, il faut conserver une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois entier entre 2 pleines lunes. Donc, ça m'assère. Ça m'assère. Paye ton haleine, hein. À la fin. Ça, on n'en parle pas. Hein. Mais ne serait-ce que ça, donc ça, c'est que la première étape, et il y en a 10 en tout. Et quand t'es élève à Poudlard, garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois, je veux dire, ça peut être compliqué, à moins qu'il l'ait fait pendant l'été, je pense. Mais c'est quand même... Excusez-moi, professeur. Essaye de parler avec une feuille de mandragore dans la bouche. James, pouvez-vous répondre à la question ? Je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Oui, c'est plutôt... c'est vraiment, tu peux pas parler, je pense. Donc effectivement, c'est... Bon, ils sont très forts, les maraudeurs. Hein. Ils sont très forts. C'est quand même... C'est pas quelque chose qu'on fait en se levant le matin, on se dit, tiens, si je devenais animagus. C'est vraiment... Il faut avoir de la grosse motivation. Ouais. Toi, tu le ferais ou pas ? Si t'étais sorcière. Je voudrais être sûre d'être un chat. Si j'étais sûre d'être un chat, oui. Sinon, non. Ça n'en vaut pas la peine. Alors, justement, dans le processus, tu peux pas... Non, on ne peut pas être sûr. Non. Donc, non. Parce qu'en fait, l'animal, il se révèle à toi. Mais il se révèle à toi qu'à la toute fin. Et parce que tu as plusieurs étapes, et notamment, en fait, une étape qui est récurrente, c'est que tu dois t'allonger avec ta baguette posée sur ton cœur, et tu dois répéter une formule magique dont je me souviens plus exactement, mais qui se finit par animagus. Et en fait, petit à petit, tu vas entendre un deuxième cœur battre, celui de ton animal totem, on pourrait dire. Mais en fait, il ne se révèle que quand tu te transformes la première fois. Et à partir de ce moment-là, c'est trop tard. Tu peux plus faire machine arrière. Donc, tu choisis pas ton animagus. Tu le ferais ? Ouais, non, mais ouais, je pense que je le ferais. Mais quand tu lis les étapes, c'est presque... C'est l'humour un peu à la J.K. Rowling. C'est-à-dire que c'est tellement absurde que c'est presque impossible d'y arriver, en fait. Mmh. Et c'est sa conception un peu de l'humour, je trouve. Mais au-delà de ça, au-delà de la difficulté, ouais, j'aimerais trop. Et d'ailleurs, une question qui est toujours restée en suspens, c'est est-ce que ton animagus est forcément ton patronus ? Et parce qu'on n'a pas de contre-exemple qui existe. Je crois pas. Enfin, de quand on en avait déjà parlé, je crois pas qu'il y ait de contre-exemple. Donc je pense que si ton patronus c'est un chat, il y a de grandes chances que ton animagus en soit un aussi. Ça paraît logique. Et sinon, Amandine, pour finir sur ton message... Comment Voldemort a fait pour choisir son nom ? C'est vrai que c'est marrant de l'imaginer comme ça, mais même sans parchemin, comme ça, les yeux dans le vague. Je Tom Elvis Jedusor. Je suis Voldemort. Oh, c'est stylé ! C'est grave stylé, ça. C'est vrai que ça démystifie vachement le truc. Parce qu'en soi, c'est un peu... il a mis toutes les lettres, il a fait... Comment je pourrais faire pour m'appeler de façon stylée, wesh. Non, c'est assez marrant à s'imaginer. Il a fait une liste de noms de méchants.
Voldemort, ça c'est stylé. Voldemort. Et nous passons au hibou sonore de Gwendoline. Coucou la fréquence, je voulais vous envoyer un petit message vocal pour vous dire que j'adore totalement ce que vous faites. J'ai regardé le rewind Spotify et qui m'a appris que vous étiez le podcast que j'avais le plus suivi cette année. Je suis absolument pas étonnée, j'adore vous écouter. C'est des petits rendez-vous que j'adore suivre. J'étais énormément triste quand vous êtes partis en vacances, mais je comprends. Puis en plus, dans tous les cas, on en a tous besoin à un moment donné. C'est pas toujours facile de pouvoir tout faire. Mais je voulais quand même vous poser quelques petites questions. Après, voilà, j'aurais peut-être pas de réponse, mais voilà, je voulais vous poser 2 petites questions qui me taraudaient. Vous aviez annoncé dans un récent podcast que vous aviez déménagé, donc déjà j'espère que tout se passe bien pour vous. Et je voulais savoir si vous aviez prévu de passer... Alors, je sais que vous êtes sur YouTube, moi je vous écoute sur Spotify, mais je voulais savoir si vous aviez prévu, pourquoi pas, de passer à un format non plus seulement auditif, mais aussi visuel, avec un décor et juste en fait vous filmer pendant que vous parliez. Ça pourrait être sympathique parce que des fois, je sais que vous dites souvent dans les podcasts, si vous voyez Jérémy, si vous voyez Marina, voir ce qui s'est passé et tout ça. Donc ça rapporterait une petite touche d'humour peut-être supplémentaire. Je sais pas du tout si vous seriez à l'aise avec ça, c'est pour ça que je vous pose la question, je suis assez curieuse. Parce que je trouve que ça serait plutôt cool comme idée. Puis voilà, bon, après c'était juste une petite question comme ça. Et je voulais savoir également si vous aviez des idées. Alors, je sais qu'on en est qu'au livre 2 et qu'il y a encore un bon nombre de podcasts avant la fin de cette série. Mais à un moment donné, si vous continuez et que vous voulez rester dans cette aventure du podcast pour nous régaler avec des rendez-vous réguliers, je voulais savoir si vous aviez potentiellement envisagé à une suite, puisque forcément les livres auront une fin à un moment donné, donc vos podcasts dans la logique des choses vont s'arrêter. Je voulais savoir si vous aviez des idées particulières pour la suite de votre aventure Fréquence 9 3 quarts. Pareil, il y a peut-être pas de réponse particulière. Vous nous êtes peut-être pas encore posé la question, mais voilà, c'est une petite question que je me suis posée, donc je voulais vous la poser également. En tout cas, je vais m'arrêter de parler parce que j'ai tendance à beaucoup trop parler. Mais je vous adore, continuez ce que vous faites, ne changez pas parce que nous, du peu qu'on en voit, personnellement, je pense pas être la seule à penser, mais on vous adore. Donc, restez comme vous êtes et continuez vos podcasts avec la touche d'humour que vous savez faire. Voilà, je vous fais des bisous et au plaisir de continuer à écouter vos podcasts. Merci Gwendoline pour ton message. D'ailleurs, Gwendoline qui était au live d'hier soir sur Facebook. Alors, est-ce qu'on a prévu un autre format, par exemple sur YouTube ? La réponse est non. On n'en a même pas débattu en fait, parce que le format podcast, c'est vraiment un format qui nous convient. C'est un peu de la radio et ouais, c'est vrai que le format visuel, personnellement, après Jérémy, je sais pas, mais le format visuel me correspond moins que le podcast. Je trouve qu'on a plus de liberté en fait dans le podcast que dans YouTube en fait. Par exemple, présentement, là, on enregistre dans le noir. On est dans le noir, on a une petite lumière sur notre collection Harry Potter. Avec un petit plaid sur les genoux et une petite tasse de thé. Voilà, et ça nous arrive des fois d'enregistrer en pyjama. C'est un peu le luxe du podcast. C'est vrai, parce qu'il faut tout un setup sur YouTube. Et je trouve, après je peux me tromper, mais peut-être que sur YouTube, on est plus restreint sur, comment dire, pas la façon de s'exprimer, mais peut-être qu'il faut faire plus attention sur YouTube, en fait, sur les choses qu'on dit et les choses que l'on fait. Ouais, après, je sais pas, c'est plus que un format visuel, ça serait bizarre parce que les émissions sont quand même assez montées. C'est-à-dire que des fois, on enregistre, on coupe, on reprend.
contrairement à l'époque du podcast où c'était un podcast de bande, donc il n'y avait pas vraiment raison de couper. Et donc c'est pour ça que ça marchait plutôt bien en live. Parce que du coup, en visuel, les gens pouvaient nous voir. Et comme les émissions étaient jamais montées, et il y avait une partie préparée, mais c'était plus discuté entre nous. Alors que là, on prépare, il y a quelque chose d'un peu plus cadré, on va dire. Et si bien que le montage audio, il est important dans cette émission. Donc en fait, ça ferait des coupes tout le temps, visuellement, concrètement. Et puis la plus-value, je trouve qu'elle serait minime par rapport à ce que ça nous demanderait en fait en termes d'organisation et tout. On est bien enregistré en audio en fait, et le format podcast, on y est assez attaché. Mais pourquoi pas développer les lives comme on a fait, du coup on en a fait un, c'était hier pour nous, mais c'était le 12 décembre du coup. Et là pour le coup ça nous change parce c'est visuel, c'est-à-dire que c'est des lives vidéo. Après, c'est des lives sans prétention, sur quelques mini-jeux et puis des discussions entre vous et nous. Mais c'est vraiment très chill, comme si on était entre amis en train de discuter. Il n'y a pas de setup, il n'y a pas de fil conducteur et c'est ce qu'on apprécie. Et on n'aimerait pas changer de format de live en fait. Ouais, voilà. La vidéo, elle nous intéresse pour ça. Voilà, faire des petits lives de temps en temps avec les auditeurs et pour s'amuser avec des mini-jeux. Mais pour les émissions, on est attaché à la forme podcast, donc voilà, ça changera pas ça. Parce que le format podcast et le format YouTube, c'est vraiment deux formats différents et c'est vraiment deux créations artistiques différentes. Et c'est vrai que le podcast, ça nous convient beaucoup mieux. En fait, moi, c'est vraiment le format visuel en fait qui me bloque. Ouais, parce qu'il faudrait faire attention à comment on se montre en fait. Et j'aime pas forcément montrer ma tête aussi, donc. Ouais, voilà. Donc, tout est résumé. Non, mais voilà, donc non, pour les émissions, nous on est attaché à l'audio, mais par contre, passer du temps avec vous sur des formats plus visuels, en live notamment, ça oui, on a envie de continuer et de développer ça. Et le format podcast, ce qui est génial, c'est que ça vous accompagne partout dans votre vie quotidienne en fait. Dans les transports en commun, dans vos insomnies, quand vous jardinez, vous faites le ménage. Enfin, on est écoutable partout, en fait, à tout moment. Alors que la vidéo, ça vous oblige quand même s'il y a un setup, des animations, à regarder. Alors que là, c'est ce que j'adore dans le podcast, c'est qu'on vous accompagne n'importe où, en fait. Ouais. Puis faites pas genre, des fois, vous nous écoutez, vous prenez votre douche, vous entendez plus rien de ce qu'on dit, faites pas genre. On le fait nous-mêmes. Et est-ce qu'on a envisagé une suite au podcast quand on aura terminé la relecture ? Alors déjà, est-ce qu'on va réussir à terminer la relecture ? Quel âge on aura ? À quoi ressemblera notre vie ? Est-ce qu'on aura qu'un chat à s'occuper ? On peut pas se projeter là, c'est trop loin quoi. On peut pas se projeter, c'est beaucoup trop loin. Mais moi, perso, j'adore le podcast et j'aimerais bien continuer. C'est vrai que j'ai quelques idées de podcast à faire parce que j'ai d'autres passions dans la vie à côté d'Harry Potter aussi. Mais c'est vrai que pour le moment, faire des podcasts à côté, c'est totalement impossible à réaliser parce que déjà, celui-ci nous prend beaucoup de temps dans notre vie personnelle. Mais après, ouais, c'est sûr que chacun, je pense, Jérém, toi comme moi, on a des idées de podcast. On aurait l'entière liberté, l'entièreté de notre temps à consacrer au podcast. On ferait un podcast différent, chacun de notre côté, je pense. Bah ouais, complètement. Mais non, pour le moment, c'est vrai que là, on commence le 3e tome. Et en plus, on est passé à un format un samedi sur 2. Il y a 199 chapitres en tout. Ça serait déraisonnable pour nous de dire « Ouais, après, on fera ça. » Non, on va essayer d'abord de garder le concept et peut-être d'aller jusqu'au bout parce que c'est déjà très ambitieux. Après, le format pourra peut-être évoluer. Ça, on ne sait pas au fil du temps. Peut-être pour pouvoir se donner du challenge ou changer un peu les choses. Peut-être que le format réévoluera. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on pense pas à la suite parce que pour l'instant, c'est un peu inatteignable. Et on passe tout de suite au hibou sonore de Romain. Hello la fréquence, je vous envoie ce petit hibou sonore parce que déjà j'adore votre podcast. Et en plus, il m'a redonné envie de lire les Harry Potter. Mais je suis pas forcément motivé pour les reprendre depuis le début. Et du coup, ma question c'est... quel est le tome, selon vous, qui serait charnière ou le plus important pour reprendre une lecture sans passer forcément par les premiers tomes que je trouve un peu moins importants ou qui ont un peu moins d'éléments clés dans la saga.
Voilà, merci beaucoup et merci encore pour ce podcast, il est génial. Merci Romain pour ton hibou. C'est un peu délicat de répondre à ta question parce que effectivement on serait tenté de dire commence par le premier. Mais visiblement tu veux t'épargner les premiers et puis tout dépend de ce qu'on entend par les premiers tomes. Forcément il y a le premier, je pense qu'il y a le deuxième, mais est-ce que le troisième rentre en compte aussi? Je sais pas. Ma supposition, en tout cas peut-être mon conseil, ça serait sans doute le 4, parce que je trouve que la coupe de feu, c'est vraiment le pilier central en fait de la saga Harry Potter. Et c'est là où Voldemort il reprend vie, où on en apprend un peu plus sur la menace qui plane autour de lui, et sur l'étendue du monde magique aussi. C'est vraiment, je pense que c'est le tome qui complexifie l'univers. Je trouve que le 3 qu'on a commencé aujourd'hui, c'est celui-là qui complexifie l'histoire. Parce qu'on se rend compte que l'histoire d'Harry Potter a commencé bien avant Harry Potter, en fait. Mais ça va étendre l'univers, le 4. Et c'est là, en plus, avec le climax à la fin, le retour de Voldemort, c'est là où on va rentrer dans le dur. Donc je dirais le 4 en tant que pilier central. Après, il y a aussi le 3, parce que le 3, enfin moi perso, c'est un de mes préférés, je pense. Ça serait entre les deux. Si t'as pas envie, le 3, je dirais le 4. Mais si le 3 t'as envie, tu peux commencer par le 3. Eh ben moi, je dirais plutôt le 3, commencer par le 3. Parce que commencer par le 4, déjà, quand tu veux squeezer le début des tomes durant ta relecture, commencer par le 4, c'est un peu violent parce qu'il est très épais comme tome. Il est très copieux et pas toujours digeste, je trouve, la coupe de feu. Donc peut-être une entrée en douceur dans le monde d'Harry Potter en commençant par le 3 et le monde d'Harry Potter un peu plus adulte. Parce que le premier et le deuxième, c'est le monde d'Harry Potter un peu enfantin, même s'il lui arrive des choses de fou et des choses d'adultes. Mais le 3, c'est une bonne introduction dans le monde d'Harry Potter, dans une version un peu plus adulte, parce que le 4, ça peut décourager dans la relecture. Ah, c'est à mon avis. Ouais, après, parce que je me demandais s'il considère que le troisième tome, ça fait partie des premiers tomes. Tu vois, ça dépend ce qu'on entend par ça. Ça dépend son critère, en fait, des débuts, et c'est parce qu'il veut squeezer le premier et le 2, parce que c'est peut-être un peu trop enfantin. Ça se voit bien en termes de film, d'ailleurs. Le troisième film n'a rien à voir avec les deux précédents. C'était plutôt malin de la part de la production. Et nous passons au hibou sonore de Zoé. Salut Jérémy, salut Marina. Écoutez, tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'en fait, j'ai découvert votre podcast il y a à peu près 2 semaines et qu'en 2 semaines, j'ai quasiment tout rattrapé puisque là, je suis au chapitre 15 de La Chambre des Secrets. Et justement, en écoutant ce petit chapitre 15, je me suis posé une question. C'est est-ce que Voldemort, c'est le seul à avoir ouvert la Chambre des Secrets, donc il y a 50 ans et en 92 ? Parce que ça me paraît un peu bizarre, parce que Serpentard, il a eu des fils, des arrière-petits-fils, etc. Et que eux aussi, probablement, soit connaissaient la chambre, soit avaient envie de l'ouvrir. Et donc, ça me paraît un peu bizarre que Voldemort, ça ait l'air d'être... En tout cas, je comprends dans les livres que c'est le seul à avoir ouvert la chambre des secrets. Donc voilà, ça me paraissait un petit peu bizarre. Est-ce que vous avez plus d'infos là-dessus ? J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Et voilà, je vous remercie. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre super podcast. Et puis, à plus pour de nouvelles aventures d'Harry Potter. Bisous. Merci Zoé pour ton hibou. Alors, j'ai trouvé un écrit sur Pottermore de J.K. Qui parle de la Chambre des Secrets. Dans cet écrit, elle dit qu'il est évident que la Chambre des Secrets a déjà été ouverte en fait entre la mort de Salazar Serpentard et l'entrée de Tom Riddle dans la chambre au XXe siècle. Mais en fait, elle précise pas qui serait entré dans la chambre en fait. Elle dit qu'au départ, la chambre des secrets était simplement une trappe en fait dans la salle de bain, dans les toilettes des filles. Et que quand la plomberie a été installée à Poudlard, ils ont fait en sorte que, pour que la chambre ne soit pas découverte par les autres, que la chambre des secrets ait une entrée plus protectrice. Je suis en train de traduire le texte, donc c'est pas évident pour moi de traduire. Et notamment, on sait que Corvinus Gunt, qui était le descendant direct de Salazar Serpentard, quand il était étudiant, était au courant de la Chambre des Secrets, qu'il a fait en sorte qu'elle ne soit pas découverte, mais à aucun moment elle dit qu'il est rentré dans la Chambre des Secrets. Donc, selon elle,
Elle a été ouverte plus d'une fois, mais dans quelles circonstances elle ne l'a pas précisé dans ses écrits, malheureusement. Ouais, et ce Cornelius Gunt, en fait, elle le cite parce que, enfin, je pense que c'est la raison de ce petit écrit de J.K. Rowling sur Pottermore à l'époque. C'est parce que on avait dû lui remonter l'information. Comment c'est possible que l'entrée de la Chambre des Secrets se fasse par la tuyauterie, alors que Salazar Serpentard a créé la chambre au Moyen-Âge, quand la plomberie n'existait pas. Donc, elle s'est dit, à mon avis, oh mince, Oups. la boulette. I did it again. Et donc, je pense qu'elle a bricolé cette histoire. Et en fait, effectivement, elle cite ce Cornelius Gunt parce que c'est lui, au XVIIIe siècle, qui a protégé la trappe pendant que Poudlard se faisait rénover en fait avec la plomberie. Et c'est lui qui s'est assuré que l'entrée de la Chambre des Secrets se fasse par la plomberie nouvellement installée. Donc on sait pas vraiment comment. C'est très tiré par les cheveux, honnêtement, son explication. C'est vraiment c'est un patch. Hein, Et c'est fou qu'elle dise que la chambre a été ouverte plus d'une fois entre la mort de Salazar Serpentard et l'ouverture par Tom Jedusor. Elle lâche cette info, mais elle donne pas plus d'informations en fait. Par qui, comment, pourquoi? Moi, je dirais quand même que, là, en fonction du texte, je crois pas qu'il y ait eu des attaques sur les Némoldus. Je pense que Tom devait être le premier. Et parce qu'il est dit peut-être le premier que... à réveiller le monstre. Oui, voilà. Mais pas y entrer, peut-être. Voilà. Parce que il est dit que les Gunt et que les descendants, en général, de Serpentard, se vantaient beaucoup autour de la Chambre des Secrets, notamment en disant qu'ils entendaient le monstre, etc. Mais qu'en gros, ils ouvraient beaucoup leur bouche, mais ils faisaient pas grand-chose, quoi. Je l'ai compris comme ça. Et que en gros, c'est Tom, et ça va devenir Voldemort, donc c'est pas forcément un hasard, qui va être le premier, en fait, à sauter le pas. Mais ça reste une supposition, parce que c'est vrai que le texte... il est pas très clair. Et je pense qu'il est pas très clair parce que il est là pour expliquer quelque chose qui était pas prévu à la base, je pense. Et il y a des fans qui sont très observateurs et qui ont noté ce petit détail de la Après, la plomberie. question avec J.K. Rowling, c'est pourquoi elle est pas, bien que ce soit un génie par rapport à l'écriture d'Harry Potter, pourquoi elle a tenu absolument à combler les trous relevés par les fans. Après, je sais pas, c'est une supposition que j'ai, hein, ça se trouve, Mais elle c'est l'a pas du fait tout ça. Hein. à de nombreuses reprises, et donc du coup, elle a créé des incohérences. Pourquoi ? Je veux dire, c'est J.K. Rowling, quoi. Elle a créé toute une saga, elle a créé tout un monde, elle a des millions de fans à travers le monde. Pourquoi elle tient tant à combler les trous jusqu'à créer des incohérences ? Ça, j'ai jamais compris. C'est une œuvre qui lui appartient et je comprends pas, en fait, pourquoi elle tient tant à satisfaire les fans de ce côté-là. Après, libre à chacun de se faire son monde et sa propre théorie, et c'est ça qui est magique avec Harry Potter, c'est qu'on peut s'accaparer la saga et en faire ce que l'on veut en fait, et à combler les trous avec toutes les théories que l'on veut, et c'est ça ce qui rend encore plus magique ce monde-là, c'est parce que ça peut devenir notre monde. Ouais, effectivement, mais après cet article, cet écrit, je veux dire, il fait pas de mal parce qu'il crée pas d'incohérence, si tu veux. C'est juste qu'il tente d'expliquer un truc de façon hasardeuse. Non, mais je parlais d'une manière générale, c'était mon petit coup de gueule, je sais pas pourquoi. Non, mais je pense que peut-être que tu penses à l'exemple du dernier épisode sur Axio Niffler et où elle s'est contredit. Donc du coup, elle aurait elle a voulu trop expliquer. Trop expliquer, donner une excuse et finalement elle s'est embrouillée dans sa propre œuvre en fait. C'est ça, mais après, dans les années 2010 quand même, il y a certains écrits qu'elle a produits pour Pottermore qui sont vraiment de très bonne qualité, ce qui ne change rien au livre Harry Potter, mais qui sont des contenus additionnels qui sont sympas à connaître. Et je pense par exemple à toute l'histoire d'Ilvermorny. C'est vraiment l'écrit qui me vient en tête. Toute l'histoire de Minerva McGonagall qui est passionnante. Après, je remets pas en cause les écrits de Pottermore quand c'est additionnel en fait à la saga. Mais quand ça vient combler des trous qui ne sont pas expliqués parce que elle n'a pas pensé à les expliquer ou parce que c'est tout simplement TG c'est magique,
Je trouve ça un peu dommage. Ouais, là, c'est un peu l'impression que m'a toujours donné ce petit article dans Pottermore concernant la Chambre des Secrets. Après, je me trompe peut-être, hein. Peut-être elle a pas essayé d'expliquer ce problème chronologique, mais ça en a l'air en tout cas. Et la preuve, c'est que ça donne pas énormément d'infos, donc désolé Zoé. Et on passe à un prochain hibou sonore, celui de Sarah cette fois. Hey, coucou la fréquence. Alors, je vous écris parce que j'avais une théorie à vous faire partager. Je sais pas si vous la connaissez ou si vous en avez déjà entendu parler. En fait, dans cette théorie, on suppose que Harry est une fille. On se demande, est-ce que ça aurait beaucoup changé l'histoire si le fils de James et Lily avait été une fille? Alors, en vrai, pour l'histoire générale, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Mais là où ça aurait beaucoup changé, je pense que c'est avec la relation avec Professeur Rogue. Parce que lui, étant amoureux de Lily, comment aurait-il réagi si il avait eu sa fille comme élève? Et bon, ça peut être un peu bizarre, mais voilà, c'était une question que je me posais. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci Sarah pour ton hibou. Effectivement, c'est un peu bizarre de s'imaginer ça, mais pourquoi pas. Donc, est-ce que ça aurait changé quelque chose si Harry avait été Harriet finalement? Est-ce que Harriet serait sortie avec Ronald Weasley? Forcément, il y aurait eu une intrigue amoureuse dès le tome 1, parce qu'une fille ne peut pas survivre sans intrigue amoureuse dans les livres et dans les films. Marina est en colère, hein. Là, vos hiboux, ça la vénère, mais... Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question. Alors après, sur Rogue, je me dis... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si ça aurait changé grand-chose, parce que, je veux dire, tu peux être une fille, mais avoir ressemblé beaucoup à ton père et avoir les yeux de ta mère. Enfin, je veux dire, il aurait pu être une fille et quand même avoir les mêmes caractéristiques physiques. Et le comportement de James. Et le comportement de James. Enfin, Harry aurait pu être Harriet, mais en même temps évoquer complètement James à Rogue, en fait. Donc, finalement, le genre de Harry, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. Mais c'est une bonne question, mais je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Ça aurait surtout changé la façon de raconter l'histoire, je suis d'accord. Parce qu'une héroïne, c'est pas pareil qu'un héros, mais... Pas traité de la même façon. En tout cas, je pense que J.K. n'a jamais imaginé Harry en fille, quoi. Non. C'est vrai que pour le coup, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais dites-nous, n'hésitez pas à réagir. C'est vrai que moi, je me suis jamais posé cette question. Parce que quelque part, ça serait réécrire complètement la saga, je pense. Mais en soi, si c'est une fille, en même temps, je trouve que ça aurait pas changé grand-chose non plus. Et nous passons au hibou sonore de Maya. Bonjour la fréquence, j'avais une petite question pour vous. J'ai revu tous les films et dans le 7, au moment où Hermione lance le sort d'oubliette à ses parents, je me suis posé la question, est-ce que le sort il marche aussi sur toutes les personnes qu'elle a connues comme ses grands-parents, ses amis ou ses cousins, je sais pas, toute la famille? Parce que dans le film, en tout cas, on voit que elle disparaît des images qu'il y a sur la cheminée et dans la pièce, et que ses parents, ils se souviennent plus d'elle. Mais au final, on sait pas si sa famille, ils l'oublient aussi. Bon j'espère que vous réussirez à répondre à ma question. J'adore ce que vous faites, donc continuez comme ça. Au revoir, merci. Merci Maya pour ton hibou. Alors concrètement, on n'a que des théories et pas de réponses précises à te donner. Alors en fait, c'est pas un sortilège d'amnésie qu'elle a fait à ses parents, c'est un sortilège de falsification de la mémoire en fait. Donc je suppose, parce qu'elle a persuadé ses parents qu'ils ont toujours voulu vivre en Australie et qu'ils ne s'appelaient pas Granger. Donc je sais pas, mais pour moi je suppose qu'ils ont disparu tout simplement, ils sont partis se cacher malgré eux en Australie, mais que ça n'allait pas jusqu'à la famille
en entier de Hermione en fait. Et on sait même pas si elle a encore ses grands-parents, des tantes, des oncles, des cousins. Donc moi je suppose simplement que ils se sont cachés en fait en Australie le temps que la bataille de Poudlard prenne fin. Et J.K. Rowling, en tout cas, elle a complété l'histoire des Granger dans un chat de juillet 2007 organisé par son éditeur Bloomsbury. Elle a dit qu'après la bataille de Poudlard, Hermione a pu retrouver ses parents et leur rendre la mémoire. Donc ça, quand même, je trouve que, par exemple, une info comme ça, je trouve qu'elle est pas méchante, elle fait pas de mal à l'histoire, elle est même, je sais pas, J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire. Tu vois, ce genre d'info, ça m'énerve. Non, c'est bon, je suis plus énervée. J'ai envie de te frapper quand je lis ce genre d'info. Non, ça va, ça fait pas de mal à l'histoire, tu vois, elle veut pas combler à tout prix une incohérence ou autre. Donc, non, je suis désolée, Maya, mais j'ai pas de réponse précise à t'apporter. Est-ce que toi, tu as une autre théorie que la mienne ? Non, mais c'était assez précis, puis c'est pas une théorie, c'est vraiment des faits que t'as dit, parce que, effectivement, contrairement au film, c'est pas un oubliette. Et d'ailleurs, dans le livre, quand Hermione oubliette les deux mange-morts à Londres, elle dit qu'elle l'a jamais fait, que c'est la première fois. Et que, précisément, c'est la première fois parce que elle a pas lancé oubliette à ses parents, elle a transformé leur mémoire. Et donc, pour moi, en fait, ça n'a pas besoin d'agir sur les autres membres de la famille dans ce cas-là, parce que, en gros, c'est une disparition inquiétante de la famille. Mhm. Je veux dire, ils sont partis vivre en Australie, ils savent même pas qui s'appelle Granger, enfin, ils savent, c'est des gens, c'est deux personnes complètement différentes pendant un laps de temps défini, et donc ils ont juste disparu des radars pendant 1 an, quoi. Donc je pense que la police Moldu a certainement enquêté, et c'était une disparition inquiétante de toute une famille, Hermione y compris, certainement. Mais donc dans ce cas-là, pas besoin qu'il y ait de la magie, un sortilège sur les autres membres. Par contre, on peut se poser la question effectivement quand ils sont revenus et quand Hermione leur a redonné la mémoire. Là, pour le coup, que dire aux proches ? Ouais. Que dire à la famille ? Pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas eu des petits oubliettes Nervous breakdown. Est-ce qu'il n'y a pas eu des oubliettes de faits sur la famille, l'entourage, après coup ? Sinon, voilà, l'info la plus importante, c'est que le film induit en erreur, ce n'est pas un oubliette, et donc du coup, c'est pas irréversible en fait. Et voilà pour les hiboux. Alors comme on l'a dit en début de volière, on est obligé de trier de plus en plus ceux que vous nous envoyez. Alors même si on répond pas forcément à toutes vos questions, continuez de le faire s'il vous plaît, parce que ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et en tout cas, on continuera de vous faire quelques dédicaces avec beaucoup de plaisir. Merci d'abord à ceux qui nous ont envoyé un hibou par mail moldu, c'est-à-dire Zélie, aka la maraudeuse de papier sur Instagram, Héloïsa, Sofiane, Swan, Laurine et Alice qui ont fait un diaporama Harry Potter, Cassandra, Arthur ou le petit horreur de son surnom, et enfin aussi merci à Nathalie et Nicolas. Vous avez été nombreux à nous joindre sur les réseaux sociaux aussi. On pense à Pierre, à Alex pour son interrogation sur Fumsec, à Benjamin qu'on accompagne pendant la récolte de pommes, à Lise sur Facebook, à Sofiane qui nous écoute dans les transports notamment ou pendant ses insomnies, à Madame Lucie ou encore à Morgane qui découvre Harry Potter en nous écoutant. Ton message nous a beaucoup touchés. Il y a également Sandrine qui aimerait relire la saga en anglais. Merci à Benjamin qui nous posait une question sur la fréquence de nos épisodes, sans jeu de mots, haha. À Ludivine qui nous écoute de la Réunion où il fait 35 degrés en ce moment. Je vais venir te rejoindre, Ludivine. Merci aussi à Yota Shokei, à Noémie et Clément, à Manon qui a habité Dijon avant de déménager à Montréal. Ça c'est pour toi Marina. Et enfin merci à Séverine qui nous a découvert récemment. Alors quand on enregistre un podcast, évidemment ça fait toujours plaisir de savoir que l'on est écouté et ça nous tient à cœur d'échanger avec vous. Donc si vous voulez être cité peut-être dans la volière, n'hésitez pas à nous envoyer votre hibou par mail ou en MP sur nos réseaux sociaux. Les portes au liens sont en description comme d'habitude et si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas non plus à vous enregistrer en vocal car on aura tendance à privilégier ce type de hibou comme sur cet épisode.
Pour continuer sur les cases dédiées, Marina, on cite avec beaucoup de plaisir tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee au moment de cet enregistrement, à savoir Sandrine, Lysanderius, Pauline, Lucie, Miss Boukine, Manon, Antoine, Caro, Agathe, Alix, Juliette, Yorad, Cyanide, Cécile, Calma Robot, Louison, Mademoiselle Or, Yound, Léa, Chloé, Adélaïde, Mathilde, l'arithmancien, Clara, Marion, Manon, Maxime, Aurélien, Cali et Adrien. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes nombreux ce mois-ci parce qu'on a organisé un concours pour faire gagner un exemplaire du tome 1 illustré par Mina Lima à partir du rang de joueur de Quidditch. Et vous avez été au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir. Au-delà de ce petit concours ponctuel, vos soutiens, ça nous permet aussi de couvrir les frais, mais surtout de nous aider à financer du nouveau matériel. Ouais, on aimerait du matos un peu plus poussé, notamment pour avoir quelques invités à distance de temps en temps. Et pourquoi pas des anciens du podcast et même des auditeurs. On en a pas mal parlé durant notre apéro Potterhead en direct de notre groupe Facebook. Donc on a dit c'était hier le 12 décembre. Et si ça vous intéresse, le replay est d'ailleurs disponible sur le groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe d'ailleurs, si ça vous dit de discuter avec nous et d'autres auditeurs entre les émissions. L'ambiance est super cool et on est de plus en plus nombreux. Les fêtes de fin d'année approchent malgré la situation sanitaire. On espère que vous allez passer de très bons moments et que vous allez être gâtés sous le sapin. Moi aussi, j'espère être gâté sous le sapin. Ça, c'est pas dit. J'ai été très sage. Concernant nos épisodes, il devrait pas y avoir de pause particulière et on se retrouvera très certainement le 2 janvier pour le chapitre 2 du prisonnier d'Azkaban. On se retrouve l'année prochaine. Dans tous les cas, n'oubliez pas de nous suivre sur vos réseaux préférés pour être sûr de ne rien rater. Et pourquoi pas de nouveaux lives de temps en temps sur le groupe, ça a l'air de vous plaire et ça nous plaît à nous aussi. Bref, de très belles fêtes de fin d'année à tous et à très vite pour le chapitre 2 de ce 3e tome, La grosse erreur de la tante Marge. À bientôt, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Très bonne fête et à très vite. Bonne fête, à très vite.